Elle avait remplacé sa tante dans un hôtel de luxe et fut prise pour une cliente par un PDG millionnaire. La pluie battait sans relâche contre le toit en tôle du petit appartement, chaque goutte résonnant comme le tic-tac d'une horloge aux oreilles d'Emma. La lampe de bureau vacilla pour la troisième fois ce soir-là, projetant de longues ombres sur ses manuels ouverts. Elle le remarqua à peine. Ses yeux, fatigués par des heures d'études pour la prestigieuse bourse de médecine, parcouraient la même phrase encore et encore. Dehors, le tonnerre grondait comme une bête lointaine. À l'intérieur, le seul bruit était le grattement de sa plume jusqu'à ce que son téléphone sonne. La sonnerie, strident la fit sur solder. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Tante Lily. Son cœur S.I. Sarah. Allô, Tati, répondit-elle rapidement. Il y eut une pause, un bruissement, puis une voix tremblante, rauque et paniquée. Emma, j'ai glissé. Machiavel. Je crois que je me la suis foulée. Je ne peux pas y aller ce soir. Emma se redressa d'un coup, ses muscles se tendant. Quoi? Tu vas bien? Où es-tu? Je suis à la maison maintenant, la voix de Lily se cassa. J'ai essayé de marcher un peu, mais ça fait trop mal. Je ne peux pas me tenir debout correctement. Emma, si je ne me présente pas, ils pourraient annuler mon contrat. Je suis en période d'essai. Ils ont déjà renvoyé 2 autres femmes de ménage la semaine dernière. Emma sentit une pointe d'angoisse aiguë. Sa tante avait travaillé si dur pour garder ce poste au Grand Avalon, l'hôtel le plus luxueux de la ville. C'était leur seul revenu stable depuis la mort de ses parents. Emma savait ce que ce travail représentait, non seulement pour sa tante, mais aussi pour son propre avenir. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura Lily, la voix étranglée par l'émotion. « Emma, pourrais-tu s'il te plaît, juste pour cette fois, y aller à ma place? Juste nettoyer quelques chambres, juste ce soir. » Emma se figea, son esprit s'emballant. Son entretien pour la bourse était dans 2 jours. Il lui restait des heures de révision. Et ce n'était pas un service normal. Lily avait mentionné plus tôt que sa tâche ce soir-là se situait à l'étage exécutif, la section VIP. Les clients y étaient les plus riches, des politiciens, des PDG. Tout devait être parfait. Une erreur et Lily pourrait perdre son emploi. Emma se leva et se dirigea vers la petite fenêtre. La pluie tombait à verse sur le trottoir fissuré. Elle prit une profonde inspiration. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je vais le faire. »« Tu vas le faire. » La voix de Lily était remplie d'incrédulité, puis d'une gratitude immense. « Oh, Emma, merci. Merci infiniment. » L'uniforme est propre et accroché derrière la porte. Le ben dung ka tra loi nai dike sang tieng fap theo dung van fong. A broke student let a stranger use his phone. Unaware, she was a millionaire who'd later call him with a life-changing offer. The wind bit sharply through Brian's thin jacket as he stood beneath the cracked plastic awning of the bus stop, his breath fogging in the cold air. The sun had dipped below the skyline, painting the sky a bruised mix of purples and gray. He shifted from foot to foot, trying to generate warmth, his fingers numb as he stuffed them deeper into his pockets. His phone, nearly dead, displayed just 2% battery. He sighed, wishing the bus would come faster. After a 10-hour shift bussing tables, all he wanted was to get back to his freezing studio apartment and collapse. Then he saw her, a woman, maybe in her late 30s or early 40s, moving quickly toward him across the sidewalk. Her heels clicked against the pavement, but her eyes were wide and frantic. She looked out of place here, elegant, dressed in a tailored coat that was probably worth more than Brian's rent, hair styled though slightly windblown. She paused in front of him, breathless. "Excuse me," she said, her voice urgent but composed. "I'm so sorry to bother you, but my phone was just stolen. I need to call my driver. It's an emergency. Could I please borrow your phone?" Just for one call, Brian blinked. The cold had dulled his reflexes, and the request took a second to register. She gestured quickly, sensing his hesitation. "I understand how this sounds, but I'm really in trouble. My car broke down near a construction site 2 blocks away. I was trying to walk to the main road when someone bumped into me and snatched my phone. Please, I just need to make a call." Brian glanced at his screen. 1%. He hesitated. He didn't know her, and his phone, old and barely holding charge, was his only link to the world. But there was something in her eyes, not desperation exactly,
but a quiet intensity that made him believe her. He unlocked the phone and handed it over. "Go ahead." The woman took it with a grateful nod. "Thank you, truly." She turned slightly away, dialed a number from memory, and spoke quietly but clearly. "It's me. I'm on 5th and Halston. My phone's gone, but I'm safe. Can you come pick me up here?" "No, don't call the police. It's fine. Just hurry, please." She ended the call and exhaled. "Thank you," she said again, returning the phone. "You didn't have to do that." Brian shrugged, pocketing the nearly dead device. "It's okay. You look like you needed help." "I did." She gave him a closer look now. "What's your name?" "Brian." He said it simply, without expecting anything. "Well, Brian," she said, offering a small, sincere smile, "you've probably saved me from a lot of trouble tonight." He smiled back faintly. "Glad I could help." A long pause followed. She looked like she wanted to say more, but headlights appeared at the end of the road. A sleek black car pulled up to the curb with silent precision. She turned toward it, then paused again. "Your student?" she asked, eyeing the university logo on his tattered backpack. "Yeah," he said, shifting uncomfortably. "Final year, trying to make it through." She nodded. "That explains the exhaustion." He laughed softly. "Yeah, that and everything else." Her eyes lingered on him. Then she stepped back toward the car, the door held open by a driver in a suit. Before getting in, she looked over her shoulder. "Take care, Brian." "You too," he said, raising a hand. She disappeared into the car, which glided away into the dusk. Brian watched it go, rubbing his hands together. He checked his phone. Dead. He sighed, turned back toward the road, and waited. He didn't know he'd just handed his phone to Clara Whitmore, media-shy heiress, tech investor, and founder of one of the most influential philanthropic foundations in the country. Nor did he know that she hadn't just seen a tired student at a bus stop, but something else entirely, something she hadn't seen in a very long time. And though the moment felt small, almost forgettable, it would soon echo louder than he ever imagined. Clara had made the call swiftly, her voice composed but clipped like someone used to issuing commands and expecting results. Once she hung up, she held Brian's phone for a moment longer than necessary, her fingers brushing the case as if anchoring herself to something real. Then she returned it with a soft, deliberate motion and an expression Brian couldn't quite read. "Thank you," she said again, her eyes locking onto his. There was a flicker in her gaze, some combination of exhaustion, gratitude, and curiosity. She had striking features, but what caught Brian was the faint birthmark just below her right eye, like a shadow of a teardrop that never fell. He nodded, shifting his weight, trying not to stare. "No problem. You didn't ask who I was," she said suddenly. He blinked. "Didn't think I needed to." She tilted her head slightly, intrigued. "Most people would. I figured if you wanted me to know, you'd tell me." Clara looked at him for a moment, her lips parting slightly, as if to say something else, then stopped herself. Instead, she offered a small smile, a strange kind of smile, restrained but real, like it hadn't been used in a while. "What's your name?" she asked quietly. "Brian," he replied, then added with a shrug. "Just a regular student trying to get by." She gave a soft chuckle, something barely audible. "Nothing about you seems just regular." Brian raised an eyebrow, unsure how to respond, but before he could, the car's headlights swept over them again. The sleek black vehicle returned, now parking neatly along the curb. Clara glanced over, then back at him. "Well, Brian, I hope the world is kind to you." He smiled awkwardly. "I think the world's a little short on kindness these days." "Maybe," she said, stepping back. "But you didn't hesitate. That counts for something." As the driver approached to open her door, Brian reached into the pocket of his jacket and pulled out a crumpled piece of paper. He glanced at it, his own handwriting scribbled across a torn notebook page, a list of part-time job leads, shifts, deadlines, contact numbers. He folded it again and tucked it back into his coat. Clara noticed. She didn't say anything, but her eyes lingered on the motion. Her gaze briefly shifted from his tired face to the worn fabric of his coat, to the faded backpack strap, and back to the quiet resilience in his eyes. She nodded once, more to herself than to him. Then she turned and slipped into the back seat of the car.
Brian watched as the door shut with a soft click and the car pulled away once more, disappearing into the growing dark. The wind picked up and he turned his collar up against the chill, his breath fogging the air again. The bus still hadn't come. He sat down on the cold metal bench, hunched forward, hands in his lap. The whole thing felt strange, fleeting, like a dream already beginning to blur. But something about her voice, the weight behind her words, lingered in his mind. He leaned back, looking up at the darkening sky. Just another evening, or maybe not. Brian's life was a careful balancing act, tight-roping between exhaustion and necessity, between what he dreamed of becoming and what each day demanded of him. Most mornings began before dawn, when the city was still silent and the streets were coated with frost. He would slip quietly out of his shared apartment, sling his beat-up backpack over one shoulder, and begin his first shift at the small campus cafe. He poured coffee for students who had slept more comfortably than he had, memorized the orders of professors who never remembered his name, and offered tired smiles to customers too busy to notice the fatigue behind his eyes. After the cafe, he would rush to class, sometimes still smelling faintly of espresso and burned toast, before heading to the university library where he tutored struggling freshmen for a few dollars an hour. His third job was the hardest. On weekends, he worked security for a rundown parking garage 2 miles off campus, nights filled with bitter cold and long stretches of silence. He kept textbooks in the booth and studied when he could, though staying awake was always the real challenge. Back home, his room was no bigger than a closet. The window wouldn't shut properly, and the radiator made a knocking noise that kept him up most nights. But it was home, and from there he called his mother every evening without fail. She lived in a small town hours away, too far to visit often. She had worked as a seamstress for decades, until arthritis made it too painful to continue. Now, she stayed mostly indoors, her health declining slowly, gently. Brian sent money whenever he could, skipping meals or textbooks to make sure she had enough for medication. Still, he never complained. He held doors open for strangers. He helped an elderly neighbor carry her groceries up 3 flights of stairs. Once, when he saw a man huddled beneath a bus shelter in the rain, he quietly offered him half of his sandwich and walked away before the man could thank him. That was the kind of person Brian was. But kindness did not pay tuition. One crisp afternoon, he sat in the campus library staring at an email on the cracked screen of his secondhand laptop. The subject line read, "Scholarship decision regretfully declined." He read the message 3 times, eyes scanning the words that felt more like a punch than a sentence. "We recognize your determination, but your application lacks the exceptional profile we seek, public achievements, innovation, or standout distinction. In other words, you're not impressive enough." He closed the laptop gently, as if to keep it from absorbing his frustration. Around him, other students laughed, chatted, discussed spring internships abroad. Brian leaned back in his chair, exhaling slowly. His throat tightened. He wasn't angry, just tired. Tired of trying so hard and always falling just short. That evening, after a shift at the garage, he returned to campus and sat on a cold stone bench near the science building. The sky above was a deep navy, the stars faint behind city light. He pulled out his phone to check the time, now nearly midnight. The screen was cracked and flickering, the battery just above 5%. He leaned forward, elbows on knees, staring at nothing. It wasn't just the scholarship, it was the weight of everything, the unpaid bills, the rejection letters, the constant pressure to prove himself, and the quiet fear that maybe, despite all his effort, he simply wasn't enough. The phone buzzed in his hand. An unknown number flashed across the screen. He almost let it ring out, assuming it was spam or a mistake, but something about the number made him pause. He answered, "Hello." A familiar voice responded, calm, warm, and unmistakably precise. "Brian, this is Clara Whitmore." He froze. She continued, "I hope this isn't a bad time. I've been meaning to reach out since the other night, but I wanted to make sure I had the right contact." He sat up straighter, heart pounding. "Miss Whitmore, I wasn't expecting," I know, she said, "but you left an impression, and I believe when someone makes you stop and think, really think,
You don't ignore that. Brian was silent, unsure what to say. Clara's voice softened. I've been watching the world long enough to know sincerity when I see it, and I'd like to talk again, in person, if you're open to it. He blinked, still stunned. Sure, he said quietly. Yes, I'd be open to that. Good, she replied. Let's meet tomorrow. My driver will pick you up. And just like that, the call ended. Brian stared at the screen long after it had gone dark, the quiet hum of campus all around him. He had no idea what he had just agreed to, but for the first time in a long while, hope stirred, uncertain but undeniable. The next morning, Brian stood on the curb outside his building, shifting nervously as a sleek black car rolled to a stop in front of him. He recognized the driver from that night at the bus stop, calm, formal, with a quiet nod of recognition. The door opened with a soft click. Mr. Brian, the driver said, Miss Whitmore is expecting you. Brian slid into the back seat, trying not to look as out of place as he felt. The interior smelled like leather and pine, and he sat rigidly upright, gripping the strap of his backpack like it might anchor him to reality. They drove through parts of the city he had never seen, past high-rise towers and manicured gardens, until they turned into the underground garage of an enormous glass building. A private elevator carried him silently to the top floor, where the doors opened to a minimalist office with floor-to-ceiling windows and a panoramic view of the city. Clara stood near the window, hands folded, dressed in soft gray. She turned as he entered. Brian, she greeted him. Thank you for coming. He nodded cautiously. Of course, I wasn't sure what to expect. I imagine not. She motioned for him to sit in a chair across from her desk, where a folder already lay waiting. I owe you some truth, she said, sitting down. You helped me that night with no idea who I was, so now let me tell you. She leaned forward slightly. My name is Clara Whitmore. I'm the founder and CEO of Whitmore Impact Ventures. We're a social investment company. We fund education, healthcare, sustainability projects, but none of that really matters right now. She opened the folder and turned it toward him. Inside were printed pages, screenshots, photos. Brian stared in confusion. I asked my team to learn more about you, she said gently. Not in a creepy way, just enough to understand the kind of person who would offer help without asking anything in return. He flushed. You looked into me? I did, she said, and I found a young man working 3 jobs, supporting his mother, still finding time to help strangers. A student who applied for scholarships and was rejected, not for lack of effort, but because he wasn't flashy enough to be noticed. He sat back, uncertain. Why are you telling me all this? Clara's eyes softened. Because I see you, Brian. And I used to be you, he blinked. I was raised in a trailer park, she said. My parents died in a fire when I was 16. I got into business by accident. Survival turned into innovation and eventually into success. But somewhere along the way, I forgot how much a small kindness can change everything. She paused. That night, you reminded me. Brian's throat was dry. I don't know what to say. You don't have to say anything, Clara replied, but I want to offer you something. She reached into her drawer and pulled out another envelope. This is a full scholarship, tuition, housing, books, everything. You won't owe me a cent. In fact, I'd rather you never pay it back, except by living the kind of life I know you already strive for. Brian's eyes widened. Are you serious? Very. He shook his head, stunned. Why me? Because you're not trying to impress anyone, she said. You're just trying to be decent, and that's rare. She let the moment settle before continuing. I also want to invite you into something more, a project I started last year, called Leading with Kindness. It's a 3-month program for young people with strong values, not just strong resumes. We challenge them ethically, intellectually, emotionally. We see what happens when leadership begins not with ambition, but with heart. Brian could hardly breathe. You'd be living at the Foundation's retreat center, working in teams, learning from some of the best mentors in the world. If you do well, there's an opportunity for a permanent role with us. He stared at her. This is unreal, Clara smiled. It's real, but it only works if you say yes. He looked down at the scholarship letter, then up at her again. Her face wasn't one of pity or charity. It was of recognition,
like she had seen something in him he didn't even know was there. "I don't know if I deserve this," he said quietly. "You do," she said simply. "You earned this the moment you handed me that phone." He sat in silence for a long moment, then finally nodded. "Then yes," he said. "I'm in." Clara extended her hand, and when he shook it, something shifted quietly but profoundly. The boy who once waited at a cold bus stop with nothing left to give had just stepped into a new chapter, and the woman who once thought she had seen everything had just begun to see again. Brian arrived at the Whitmore Foundation's Leadership Retreat inside the city, an expansive estate surrounded by trees and silence, far from the noise of campus cafes and city traffic. It felt like stepping into another world, one made not of stress and survival, but of reflection and possibility. He had never seen a place so peaceful. The program brought together 20 young adults from around the country, students, activists, budding entrepreneurs, all with glittering resumes and quiet confidence. Brian, in his plain sweatshirt and secondhand sneakers, felt immediately out of place. During the introductions, he listened to people speak about their achievements, published research, international awards, startups launched before graduation. When his turn came, he simply said, "I'm Brian. I work part-time jobs and study biology. I'm here to learn." No one laughed, but he saw the flickers of polite curiosity, the kind that quietly asked, "How did you get in?" The first week was difficult. The curriculum was designed not just to educate, but to challenge. Group debates on ethical dilemmas, late-night discussions on compassion versus control, real-world simulations that forced uncomfortable decisions. The others spoke fluently about policy and theory. Brian listened quietly, absorbing everything. But when a group project hit a roadblock, an interpersonal clash between two dominant personalities, Brian was the only one who stepped in with patience instead of pressure. He didn't try to outsmart or out-talk anyone. He simply brought them together one by one, listened to their frustrations, and gently reminded them why they were all here in the first place. "It's not about being right," he said. "It's about doing what's good." That simple line quieted the storm. By the end of the week, their group had delivered one of the most cohesive presentations in the program. From that point forward, people began to look at Brian differently. He didn't lead with charisma. He led by presence. He was the one who noticed when someone skipped breakfast and quietly left a sandwich by their door, the one who stayed behind after a heated discussion to ask if someone was okay, the one who, despite having so little, gave freely. Midway through the program, each participant received a modest stipend to cover incidentals, gas, clothes, phone bills. For Brian, it meant relief. He could finally send something extra to his mom. But one afternoon, he found his roommate, Matteo, packing to leave. Matteo had missed several sessions, distracted, distant. Brian had assumed he was just disengaged, but now Matteo looked defeated. "What happened?" Brian asked. Matteo shook his head, embarrassed. "My brother had an accident. I need to fly home. I don't have enough for the ticket, and I can't ask my family. They're already drowning in hospital bills." Brian hesitated for only a second. He went to his room, opened the envelope with the stipend, and handed it to Matteo. "Take it," he said. Matteo stared at him. "I can't. That's your money. You need it more." Matteo hugged him tightly, unable to speak. Later that week, Clara received an anonymous notification from the program coordinator that one participant had quietly given up their own support funds to help another. She didn't need to ask who. She already knew. She watched Brian from a distance more closely after that, how he listened during sessions, how others gravitated toward him, how he never spoke to impress, only to offer truth. In a world that often rewarded volume over value, he remained steady and soft-spoken. One evening, she sat in the back of a seminar room as Brian led a small discussion about invisible leadership, the kind that doesn't announce itself, but works beneath the surface to uplift others. He spoke not from theory, but from lived experience. "When I didn't have enough," he said, "someone saw something in me. They didn't give me money. They gave me trust. That's what changes people." Clara felt something shift in her chest. She had created this program to find future leaders,
but for the first time, she wondered if Brian was something rarer than even that. He was someone who could quietly, gently change the world, not by demanding it follow him, but by reminding it how to care. And in watching him, she began to feel something she hadn't felt in years: hope. The trip was unplanned, or at least that was how Clara framed it. On the final week of the leadership program, she approached Brian quietly after a group session. "I'm heading out to Ridgewell tomorrow," she said. "It's a small town we're trying to bring clean water access to. Would you like to come with me?" Brian blinked. "Seriously? Me?" She smiled. "Yes, you." The next morning, they boarded a small Foundation plane and flew over rolling hills and farmlands to a remote area that didn't appear on most modern maps. Ridgewell was a forgotten town, weather-worn homes, dry fields, a single school that shared power with the fire station. The people welcomed Clara like an old friend. She hugged them, listened intently, asked questions no one else ever bothered to ask. But Brian noticed something else. She kept looking over her shoulder as if searching for something she couldn't name. That evening they sat outside a local family's home, sipping sweet tea under a tin roof porch. The sun dipped low, and children chased each other barefoot in the dust. "I grew up in a place like this," Clara said softly. "Maybe even worse." Brian turned toward her, sensing something shift. "My father was a mechanic," she continued. "My mother worked nights at a diner. We had nothing. And then one day, we had even less." She paused. "They died in a fire, the kind no one cover on the news. I was 16. After that, I scraped my way into community college, found a mentor, built a company from scratch, made my first million before I turned 30. And still, I felt like I owed the world something it had stolen from me." Brian listened without interrupting. "But business, it changes people," she went on. "I partnered with someone I trusted. He gutted my company behind my back. I lost everything overnight." She looked out toward the horizon, her expression unreadable. "Everyone thought I would walk away. But I rebuilt, stronger, smarter, colder." Silence stretched between them, filled only by the sounds of cicadas and distant laughter. "I'm not good at trusting people anymore," she admitted. Brian nodded slowly. "That makes sense." "But then you handed me your phone," she said, without asking who I was, without calculating anything. He offered a half-smile. "Seemed like the right thing to do." "It was," she said. "And ever since then, you've been undoing things inside me I didn't even know were locked." He blinked, surprised. "You don't know what you've done, Brian," Clara said quietly. "But you're making me believe in people again." He looked at her, really looked, and for the first time saw not the power or polish, but the worn edges of someone who had fought long and hard just to stay whole. "I'm glad," he said gently, "because people believe in you too, more than you know." For a moment, the coolness that usually shielded her cracked. She laughed, a short, surprised sound that startled even her. "I haven't laughed like that in years," she admitted, covering her mouth. Brian leaned back, watching the stars appear above them. "Maybe we both needed this trip." "Maybe," she whispered. They sat in silence after that, not because there was nothing left to say, but because what had been said was enough. That night, as Clara watched Brian help unload water filters from the truck, laughing with the local kids and translating instructions with patience and grace, she felt something deeper than admiration. She felt trust. And for a woman who had built her life on walls and distance, that was everything. The celebration was small, intimate, just the participants of the leadership program, a few Foundation staff, and Clara herself. They gathered in a quiet garden behind the Whitmore estate, strung with soft lights that swayed gently in the night breeze. Laughter echoed between the trees, glasses clinked, and the scent of jasmine hung in the air. Clara stood off to the side, a flute of sparkling water in her hand, watching Brian speak with a few of the younger men. He was animated, warm, and as always humble, still surprised by the attention he was receiving after the program's success. But Clara watched him with something more than pride, something she hadn't wanted to name. Later that evening, when the crowd had thinned and music drifted faintly from a nearby speaker, she approached him beneath the hanging lights. "Brian," she said, her voice softer than usual. He turned, surprised. "Hey."
I was just about to find you. I beat you to it. She smiled, then gestured toward a bench beneath a flowering tree. Walk with me? They sat side by side in comfortable silence for a moment before Clara reached into her clutch and pulled out a folded letter. I was going to give this to you officially tomorrow, she said, but I'm not great at waiting. Brian unfolded the paper slowly. His eyes scanned the heading, Whitmore Foundation, Director of Human Impact Initiatives. He looked up, stunned. Director? It's more than a title, Clara said. It's a voice, a platform, and I trust yours. Brian's hands trembled slightly. Why me? Clara met his gaze. Because you lead with heart, because you remind people what matters, and because I believe the world needs more people like you in positions that can actually make change. He smiled, touched beyond words. But she wasn't done. She hesitated, then stood up, pacing a few steps before turning to face him. There's something else, she said, something harder to say. Brian stood too, sensing the shift in her tone. I've spent most of my life thinking that love was either a weakness or a distraction. She admitted that if I let someone in, I'd lose focus or control or both. He didn't speak, only watched her with open, steady eyes. But then I met you, Clara continued, and for the first time, I didn't feel pulled away from myself. I felt grounded, safe. Her voice dropped, barely above a whisper. I've had wealth, status, success, but I've never had someone who made me feel like I was enough until you. Brian took a slow step forward, heart pounding. I know the age difference is a factor, she said quickly, and the roles we play, and the headlines it would spark, and all the reasons it doesn't make sense on paper. He reached out gently and took her hand. But life isn't lived on paper, he said softly, and I don't know what's coming next. I don't have the answers or a perfect plan. But I know this, when I'm near you, I'm not afraid of the future anymore. She looked at him, eyes wet but steady. I want to walk into that future, he said, with you. They stood there for a long moment, fingers intertwined beneath the soft lights. Two souls from different worlds now standing side by side, not as charity and recipient, not as mentor and student, but as something deeper, something real. And in that moment, the walls that had once protected them both quietly fell away. 2 years later, the world looked very different for Brian. He stood at the podium of a grand international summit on youth leadership and global compassion. His suit tailored but simple, his presence calm, yet magnetic. The audience, thousands from around the world, watched in respectful silence. Behind him, a giant screen displayed images from humanitarian projects, clean water initiatives in rural villages, youth education centers in low-income communities, and mental health programs for underserved populations. Brian had become more than a name. He was a voice for kindness, a face of quiet resilience. Alongside Clara, he had helped launch over 30 programs under the Foundation's expanded vision, where she once handled every detail herself. Now Brian was her trusted counterpart, a symbol that compassion could be strategic and leadership could be tender. As cameras flashed and dignitaries took notes, Brian leaned slightly toward the microphone, his voice steady and warm. There was a time, he said, not long ago when I had nothing but a cracked phone, a secondhand backpack, and the hope that maybe someday things would get better. I wasn't special, I was just surviving. He paused, letting the room breathe. Then one evening, waiting at a cold bus stop, a stranger asked to borrow my phone. I could have said no, I almost did, but something, maybe tiredness, maybe instinct, told me to say yes. He glanced toward the front row where Clara sat, her eyes shining, her hand resting gently over her heart. That moment, that one act of trust became a turning point. He continued, because a stranger I helped wasn't just anyone. She was someone who saw in me what I hadn't yet seen in myself. And she changed my life, not with money, not with power, but with belief. A hush fell over the room, deep and reverent. I used to think that small moments didn't matter, Brian said, but now I know it's the small moments that change everything, he smiled. Never underestimate the impact of one choice, one kindness, one yes, because sometimes one call is all it takes to rewrite a future. The audience erupted in applause, long, sustained, heartfelt. After the speech,
Brian stepped down from the stage and found Clara waiting near the edge of the crowd. She didn't say anything at first. She just looked at him, full of pride and something softer, something deeper. He took her hand, and they exited the venue quietly, choosing not to linger in the spotlight. It was never about that for either of them. That evening, they walked barefoot along a quiet beach, the sun dipping low in gold behind the waves. The world felt still, wrapped in the glow of the moment they had both earned, step by step, heart by heart. Clara leaned against his shoulder, her fingers laced with his. "You've come a long way from that bus stop," she said, smiling into the breeze. Brian laughed gently. "And you've come a long way from hiding behind glass towers." They walked on in silence, waves brushing their feet, their footprints marking a path behind them. At the horizon, sky and sea melted into one, and beneath that endless orange light, two souls, one strangers in a passing moment, stood hand in hand, proof that sometimes a single phone call really can change everything. Thank you for joining us on this unforgettable journey of kindness, chance, and the quiet power of saying yes. If Brian's story touched your heart, reminded you that even the smallest acts of compassion can ripple into something life-changing, then we invite you to become part of something bigger. At Soul Stirring Stories, we believe in celebrating the goodness in people, the hidden heroes, the silent moments that shape destinies, and the love that grows where no one expects it. Subscribe now to Soul Stirring Stories so you never miss another tale that speaks to your soul. Because sometimes all it takes is one story to remind us how beautiful the human heart can be. We'll see you in the next one. Intentin traduit bien sûr. Voici la traduction en français, en conservant le style du texte original. Un étudiant fauché laissa une inconnue utiliser son téléphone, ignorant qu'elle était une millionnaire qui l'appellerait plus tard avec une offre qui changerait sa vie. Le vent mordait vivement à travers la veste mince de Brian alors qu'il se tenait sous l'auvent en plastique fissuré de l'arrêt de bus, son souffle se condensant en buée dans l'air froid. Le soleil avait plongé sous la ligne d'horizon, peignant le ciel d'un mélange meurtri de violet et de gris. Il se balançait d'un pied sur l'autre pour essayer de se réchauffer, ses doigts engourdis alors qu'il les enfonçait plus profondément dans ses poches. Son téléphone, presque mort, n'affichait que 2% de batterie. Il soupira, souhaitant que le bus arrive plus vite. Après un service de 10 heures à débarrasser les tables, tout ce qu'il voulait, c'était retourner à son studio glacial et s'effondrer. Puis il la vit, une femme, peut-être dans la trentaine avancée ou au début de la quarantaine, se dirigeant rapidement vers lui sur le trottoir. Ses talons claquaient contre le pavé, mais ses yeux étaient écarquillés et frénétiques. Elle semblait déplacée ici, élégante, vêtue d'un manteau sur mesure qui valait probablement plus que le loyer de Brian, les cheveux coiffés, bien que légèrement ébouriffés par le vent. Elle s'arrêta devant lui, à bout de souffle. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix urgente mais posée. « Je suis tellement désolé de vous déranger, mais mon téléphone vient d'être volé. Je dois appeler mon chauffeur. C'est une urgence. Pourrais-je s'il vous plaît emprunter votre téléphone, juste pour un appel ?» Brian cligna des yeux. Le froid avait émoussé ses réflexes et la demande mit une seconde à s'enregistrer. Elle fit un geste rapide, sentant son hésitation. « Je comprends ce que cela implique, mais je suis vraiment en difficulté. Ma voiture est tombée en panne près d'un chantier de construction à 2 pâtés de maison d'ici. J'essayais de marcher jusqu'à la route principale quand quelqu'un m'a bousculé et m'a arraché mon téléphone. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de passer un appel. » Brian jeta un coup d'œil à son écran. 1%. Il hésita. Il ne la connaissait pas, et son téléphone, vieux et tenant à peine la charge, était son seul lien avec le monde. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, pas exactement du désespoir, mais une intensité tranquille qui le fit la croire. Il déverrouilla le téléphone et le lui tendit. « Allez-y », la femme le prit avec un signe de tête reconnaissant. « Merci, vraiment. » Elle se tourna légèrement, composa un numéro de mémoire et parla doucement mais clairement. « C'est moi. Je suis à l'angle de la 5e et d'Alston. Mon téléphone a disparu, mais je suis en sécurité. Pouvez-vous venir me chercher ici? Non, n'appelez pas la police. Ça va. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. » Elle termina l'appel et expira. « Merci, dit-elle à nouveau en rendant le téléphone. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »
Brian haussa les épaules, rangeant l'appareil presque mort dans sa poche. « Ce n'est rien. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'aide. » C'était le cas. Elle le regarda de plus près maintenant. « Comment vous appelez-vous? »« Brian. » dit-il simplement, sans rien attendre. « Eh bien, Brian, dit-elle, offrant un petit sourire sincère, vous m'avez probablement évité beaucoup d'ennuis ce soir. » Il lui rendit un faible sourire, content d'avoir pu aider. Un long silence suivit. Elle semblait vouloir en dire plus, mais des phares apparurent au bout de la route. Une élégante voiture noire s'arrêta au bord du trottoir avec une précision silencieuse. Elle se tourna vers elle, puis s'arrêta à nouveau. « Vous êtes étudiant ?» demanda-t-elle en remarquant le logo de l'université sur son sac à dos en lambeaux. « Ouais, » dit-il en se tortillant mal à l'aise. « Dernière année, j'essaie de m'en sortir. » Elle hocha la tête. Cela explique l'épuisement. Il rit doucement. « Ouais, ça et tout le reste. » Ses yeux s'attardèrent sur lui. Puis elle recula vers la voiture, dont la portière était maintenue ouverte par un chauffeur en costume. Avant de monter, elle regarda par-dessus son épaule. « Prenez soin de vous, Bria. Et vous aussi. » Elle disparut dans la voiture, qui s'éloigna en glissant dans le crépuscule. Brian la regarda partir en se frottant les mains. Il vérifia son téléphone. Mort. Il soupira, se retourna vers la route et attendit. Il ne savait pas qu'il venait de tendre son téléphone à Clara Whitmore, héritière discrète, investisseuse en technologie et fondatrice de l'une des fondations philanthropiques les plus influentes du pays. Il ne savait pas non plus qu'elle n'avait pas seulement vu un étudiant fatigué à un arrêt de bus, mais quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. Et bien que le moment ait semblé anodin, presque oubliable, il résonnerait bientôt plus fort qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Clara avait passé l'appel rapidement, sa voix posée mais sèche, comme celle de quelqu'un habitué à donner des ordres et à attendre des résultats. Une fois qu'elle eut raccroché, elle tint le téléphone de Brian un instant de plus que nécessaire, ses doigts effleurant la coque comme pour s'ancrer à quelque chose de réel. Puis elle le rendit d'un mouvement doux et délibéré, avec une expression que Brian ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Merci, » dit-elle à nouveau, ses yeux croisant les siens. Il y avait une lueur dans son regard, une combinaison d'épuisement, de gratitude et de curiosité. Elle avait des traits saisissants, mais ce qui attira Brian fut la légère tache de naissance juste sous son œil droit, comme l'ombre d'une larme qui n'était jamais tombée. Il hocha la tête, changeant de poids, essayant de ne pas la fixer. « Pas de problème. Vous n'avez pas demandé qui j'étais, » dit-elle soudainement. Il cligna des yeux. « Je ne pensais pas en avoir besoin. » Elle pencha légèrement la tête, intriguée. La plupart des gens l'auraient fait. « Je me suis dit que si vous vouliez que je le sache, vous me le diriez. » Clara le regarda un instant, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, comme pour dire autre chose, puis elle se retint. Au lieu de cela, elle offrit un petit sourire, un étrange sourire, retenu mais réel, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis un certain temps. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle doucement. « Brian » répondit-il, puis ajouta avec un haussement d'épaule. « Juste un étudiant ordinaire qui essaie de s'en sortir. » Elle eut un petit rire, à peine audible. « Rien chez vous ne semble ordinaire. » Brian haussa un sourcil, ne sachant comment répondre, mais avant qu'il ne le puisse, les phares de la voiture les balayèrent à nouveau. L'élégant véhicule noir revint, se garant maintenant proprement le long du trottoir. Clara jeta un coup d'œil, puis revint vers lui. « Eh bien, Brian, j'espère que le monde sera gentil avec vous. » Il sourit maladroitement. « Je pense que le monde manque un peu de gentillesse ces jours-ci. »« Peut-être, » dit-elle en reculant. « Mais vous n'avez pas hésité. Ça compte pour quelque chose. » Alors que le chauffeur s'approchait pour lui ouvrir la portière, Brian plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un bout de papier froissé. Il y jeta un coup d'œil, sa propre écriture griffonnée sur une page de carnet déchiré, une liste de pistes d'emploi à temps partiel, d'horaires, de dates limites, de numéros de contact. Il le replia et le remit dans son manteau. Clara le remarqua. Elle ne dit rien, mais ses yeux s'attardèrent sur le mouvement. Son regard passa brièvement de son visage fatigué au tissu usé de son manteau, à la lanière délavée de son sac à dos, et revint à la résilience tranquille dans ses yeux. Elle hocha la tête une fois, plus pour elle-même que pour lui. Puis elle se tourna et se glissa sur la banquette arrière de la voiture. Brian regarda la portière se refermer avec un clic doux et la voiture s'éloigner une fois de plus,
disparaissant dans l'obscurité grandissante. Le vent se leva et il remonta son col contre le froid, son souffle embuant à nouveau l'air. Le bus n'était toujours pas arrivé. Il s'assit sur le banc en métal froid, penché en avant, les mains sur ses genoux. Tout cela semblait étrange, fugace, comme un rêve qui commençait déjà à s'estomper. Mais quelque chose chez elle, sa voix, le poids derrière ses mots, persistait dans son esprit. Il se pencha en arrière, regardant le ciel qui s'assombrissait. Juste une soirée de plus, ou peut-être pas. La vie de Brian était un exercice d'équilibre délicat, funambule entre l'épuisement et la nécessité, entre ce qu'il rêvait de devenir et ce que chaque jour exigeait de lui. La plupart des matins commençaient avant l'aube, lorsque la ville était encore silencieuse et les rues recouvertes de givre. Il se glissait discrètement hors de son appartement partagé, jetait son sac à dos cabossé sur une épaule et commençait son premier service au petit café du campus. Il versait du café à des étudiants qui avaient dormi plus confortablement que lui, mémorisait les commandes de professeurs qui ne se souvenaient jamais de son nom et offrait des sourires fatigués à des clients trop occupés pour remarquer la fatigue derrière ses yeux. Après le café, il se précipitait en cours, sentant parfois encore légèrement l'espresso et le pain grillé brûlé, avant de se rendre à la bibliothèque universitaire où il donnait des cours particuliers à des étudiants de première année en difficulté pour quelques dollars de l'heure. Son troisième emploi était le plus difficile. Les week-ends, il travaillait comme agent de sécurité dans un parking délabré à 3 kilomètres du campus, des nuits remplies d'un froid glacial et de longs moments de silence. Il gardait des manuels dans la guérite et étudiait quand il le pouvait, bien que rester éveillé fût toujours le véritable défi. Chez lui, sa chambre n'était pas plus grande qu'un placard. La fenêtre ne fermait pas correctement et le radiateur faisait un bruit de cognement qui le tenait éveillé la plupart des nuits. Mais c'était chez lui, et de là, il appelait sa mère tous les soirs sans faute. Elle vivait dans une petite ville à des heures de route, trop loin pour lui rendre visite souvent. Elle avait travaillé comme couturière pendant des décennies jusqu'à ce que l'arthrite rende cela trop douloureux pour continuer. Maintenant, elle restait principalement à l'intérieur, sa santé déclinant lentement, doucement. Brian envoyait de l'argent dès qu'il le pouvait, sautant des repas ou des manuels pour s'assurer qu'elle avait assez pour ses médicaments. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Il tenait les portes aux inconnus. Il aidait une voisine âgée à monter ses courses sur 3 étages. Une fois, lorsqu'il vit un homme blotti sous un abribus sous la pluie, il lui offrit discrètement la moitié de son sandwich et s'éloigna avant que l'homme ne puisse le remercier. C'était le genre de personne qu'était Brian. Mais la gentillesse ne payait pas les frais de scolarité. Un après-midi frais, il était assis dans la bibliothèque du campus, fixant un email sur l'écran fissuré de son ordinateur portable d'occasion. L'objet indiquait « Décision de bourse, refus à regret ». Il lut le message 3 fois, ses yeux parcourant les mots qui ressemblaient plus à un coup de poing qu'à une phrase. « Nous reconnaissons votre détermination, mais votre candidature manque du profil exceptionnel que nous recherchons. Réalisation publique, innovation ou distinction remarquable. En d'autres termes, vous n'êtes pas assez impressionnant. » Il ferma doucement l'ordinateur portable, comme pour l'empêcher d'absorber sa frustration. Autour de lui, d'autres étudiants riaient, discutaient, parlaient de stages de printemps à l'étranger. Brian se pencha en arrière sur sa chaise, expirant lentement. Sa gorge se serra. Il n'était pas en colère, juste fatigué. Fatigué d'essayer si fort et de toujours échouer de peu. Ce soir-là, après son service au garage, il retourna sur le campus et s'assit sur un banc de pierre froid près du bâtiment des sciences. Le ciel au-dessus était d'un bleu marine profond, les étoiles faibles derrière les lumières de la ville. Il sortit son téléphone pour vérifier l'heure, presque minuit. L'écran était fissuré et vacillant, la batterie à peine au-dessus de 5%. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, fixant le vide. Ce n'était pas seulement la bourse, c'était le poids de tout, les factures impayées, les lettres de refus, la pression constante de faire ses preuves, et la peur silencieuse que peut-être, malgré tous ses efforts, il n'était tout simplement pas suffisant. Le téléphone vibra dans sa main, un numéro inconnu clignota sur l'écran. Il faillit le laisser sonner, supposant que c'était du spam ou une erreur, mais quelque chose dans le numéro le fit s'arrêter. Il répondit. « Hello ». Une voix familière répondit, calme, chaleureuse et indubitablement précise. « Brian, c'est Clara Whitmore. » Il s'effigea. Elle continua. « J'espère que ce n'est pas un mauvais moment. J'avais l'intention de vous contacter depuis l'autre soir,
mais je voulais m'assurer d'avoir le bon contact. Il se redressa, le cœur battant. Mademoiselle Whitmore, je ne m'attendais pas à. Je sais, dit-elle, mais vous avez laissé une impression. Et je crois que lorsque quelqu'un vous fait réfléchir, vraiment réfléchir, vous ne l'ignorez pas. Brian resta silencieux, ne sachant quoi dire. La voix de Clara s'adoucit. J'observe le monde depuis assez longtemps pour reconnaître la sincérité quand je la vois, et j'aimerais vous reparler, en personne, si vous êtes ouvert à cela. Il cligna des yeux, toujours abasourdi. Bien sûr, dit-il doucement. Oui, je serais ouvert à cela. Bien, répondit-elle. Retrouvons-nous demain. Mon chauffeur viendra vous chercher. Et c'est ainsi que l'appel se termina. Brian fixa l'écran longtemps après qu'il se soit éteint, le bourdonnement silencieux du campus tout autour de lui. Il n'avait aucune idée de ce à quoi il venait d'accepter. Mais pour la première fois depuis longtemps, l'espoir germa, incertain mais indéniable. Le lendemain matin, Brian se tenait sur le trottoir devant son immeuble, se tortillant nerveusement alors qu'une élégante voiture noire s'arrêtait devant lui. Il reconnut le chauffeur de cette nuit-là à l'arrêt de bus, calme, formel, avec un léger signe de tête de reconnaissance. La portière s'ouvrit avec un clic doux. « Monsieur Brian, » dit le chauffeur, « Mademoiselle Whitmore vous attend. » Brian se glissa sur la banquette arrière, essayant de ne pas paraître aussi déplacé qu'il se sentait. L'intérieur sentait le cuir et le pain, et il s'assit droit comme un i, agrippant la lanière de son sac à dos comme si elle pouvait l'ancrer à la réalité. Ils traversèrent des quartiers de la ville qu'ils n'avaient jamais vus, passant devant des gratte-ciel et des jardins bien entretenus, jusqu'à ce qu'ils tournent dans le garage souterrain d'un immense bâtiment en verre. Un ascenseur privé le transporta silencieusement jusqu'au dernier étage, où les portes s'ouvrirent sur un bureau minimaliste avec des baies vitrées et une vue panoramique de la ville. Clara se tenait près de la fenêtre, les mains jointes, vêtue d'un gris doux. Elle se tourna lorsqu'il entra. « Brian, » Lou saluait-il. « Merci d'être venu. » Il hocha la tête avec prudence. « Bien sûr. Je ne savais pas à quoi m'attendre. » J'imagine Kanan. Elle lui fit signe de s'asseoir sur une chaise en face de son bureau, où un dossier était déjà posé. « Je vous dois la vérité, » dit-elle en s'asseyant. « Vous m'avez aidé cette nuit-là sans avoir la moindre idée de qui j'étais, alors laissez-moi vous le dire maintenant. » Elle se pencha légèrement en avant. « Mon nom est Clara Whitmore. Je suis la fondatrice et PDG de Whitmore Impact Venture. Nous sommes une société d'investissement social. Nous finançons des projets d'éducation, de soins de santé, de développement durable, mais rien de tout cela n'a vraiment d'importance en ce moment. » Elle ouvrit le dossier et le tourna vers lui. À l'intérieur se trouvaient des pages imprimées, des captures d'écran, des photos. Brian regarda avec confusion. « J'ai demandé à mon équipe d'en savoir plus sur vous, » dit-elle doucement. Pas de manière intrusive, juste assez pour comprendre le genre de personne qui offrirait de l'aide sans rien demander en retour. Il rougit. « Vous avez fait des recherches sur moi. » « Oui, » dit-elle, « et j'ai trouvé un jeune homme qui cumule 3 emplois, soutient sa mère, et trouve encore le temps d'aider des inconnus. Un étudiant qui a postulé pour des bourses et a été rejeté, non par manque d'efforts, mais parce qu'il n'était pas assez tapax en grave-l'œil pour être remarqué. » Il se pencha en arrière, incertain. « Pourquoi me dites-vous tout cela ?» Les yeux de Clara s'adoucirent. « Parce que je vous vois, Brian, et j'ai été vous. » Il cligna des yeux. « J'ai grandi dans un parc de caravanes, » dit-elle. « Mes parents sont morts dans un incendie quand j'avais 16 ans. Je suis entré dans les affaires par accident. La survie s'est transformée en innovation et finalement en succès. Mais quelque part en chemin, j'ai oublié à quel point une petite gentillesse peut tout changer. » Elle fit une pause. « Cette nuit-là, vous me l'avez rappelé. » La gorge de Brian était sèche. « Je ne sais pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit Clara. « Mais je veux vous offrir quelque chose. » Elle fouilla dans son tiroir et en sortit une autre enveloppe. « Ceci est une bourse complète. Frais de scolarité, logement, livres, tout. Vous ne me devrez pas un centime. En fait, je préférerais que vous ne la remboursiez jamais, sauf en vivant le genre de vie que je sais que vous vous efforcez déjà de mener. » Les yeux de Brian s'écarquillèrent. « Vous êtes sérieuse? » « Très. » Il secoua la tête, abasourdi. « Pourquoi moi? »« Parce que vous n'essayez d'impressionner personne, » dit-elle. « Vous essayez juste d'être décent, et c'est rare. » Elle laissa le moment s'installer avant de continuer. « Je veux aussi vous inviter à quelque chose de plus, un projet que j'ai lancé l'année dernière,
appelé Diriger avec gentillesse. C'est un programme de 3 mois pour les jeunes gens avec de fortes valeurs, pas seulement de solides CV. Nous les mettons au défi, éthiquement, intellectuellement, émotionnellement. Nous voyons ce qui se passe lorsque le leadership commence non pas par l'ambition, mais par le cœur. Brian pouvait à peine respirer. Vous vivriez au centre de retraite de la Fondation, travaillant en équipe, apprenant de certains des meilleurs mentors du monde. Si vous réussissez bien, il y a une opportunité pour un rôle permanent avec nous. Il la regarda fixement. Ça, c'est irréel. Claire Surratt. C'est réel, mais ça ne fonctionne que si vous dites oui. Il baissa les yeux sur la lettre de bourse, puis la regarda à nouveau. Son visage n'exprimait ni pitié ni charité, mais de la reconnaissance, comme si elle avait vu quelque chose en lui qu'il ne savait même pas exister. « Je ne sais pas si je mérite ça, » dit-il doucement. « Vous le méritez, » dit-elle simplement. « Vous l'avez mérité au moment où vous m'avez tendu ce téléphone. » Il resta assis en silence pendant un long moment, puis hocha finalement la tête. « Alors oui, » dit-il. « J'en suis. » Clara lui tendit la main, et quand il la serra, quelque chose changea, discrètement mais profondément. Le garçon qui attendait autrefois à un arrêt de bus froid sans plus rien à donner venait d'entrer dans un nouveau chapitre, et la femme qui pensait autrefois avoir tout vu venait de recommencer à voir. Brian arriva au séminaire de leadership de la Fondation Whitmore, niché dans les collines à l'extérieur de la ville, un vaste domaine entouré d'arbres et de silence, loin du bruit des cafés du campus et de la circulation urbaine. C'était comme entrer dans un autre monde, un monde fait non pas de stress et de survie, mais de réflexion et de possibilités. Il n'avait jamais vu un endroit aussi paisible. Le programme réunissait 20 jeunes adultes de tout le pays, étudiants, militants, entrepreneurs en herbe, tous dotés de CV brillants et d'une confiance tranquille. Brian, dans son sweatshirt uni et ses baskets d'occasion, se sentit immédiatement déplacé. Pendant les présentations, il écouta les gens parler de leurs réalisations, de recherches publiées, de prix internationaux, de start-up lancées avant l'obtention du diplôme. Quand son tour vint, il dit simplement « Je suis Brian. Je fais des petits boulots et j'étudie la biologie. Je suis ici pour apprendre. » Personne ne rit, mais il vit les lueurs de curiosité polie, du genre qui demandait silencieusement « Comment es-tu entré ?» La première semaine fut difficile. Le programme était conçu non seulement pour éduquer, mais aussi pour mettre au défi. Débats de groupe sur des dilemmes éthiques, discussions tardives sur la compassion contre le contrôle, simulation du monde réel qui forçait des décisions inconfortables. Les autres parlaient couramment de politique et de théorie. Brian écoutait tranquillement, absorbant tout. Mais lorsqu'un projet de groupe rencontra un obstacle, un conflit interpersonnel entre deux personnalités dominantes, Brian fut le seul à intervenir avec patience au lieu de pression. Il n'essaya de déjouer ou de dominer personne par la parole. Il les réunit simplement un par un, écouta leurs frustrations et leur rappela gentiment pourquoi ils étaient tous là en premier lieu. « Il ne s'agit pas d'avoir raison, » dit-il. « Il s'agit de faire ce qui est bien. » Cette simple phrase calma la tempête. À la fin de la semaine, leur groupe avait livré l'une des présentations les plus cohérentes du programme. À partir de ce moment-là, les gens commencèrent à regarder Brian différemment. Il ne dirigeait pas avec charisme. Il dirigeait par sa présence. C'était celui qui remarquait quand quelqu'un sautait le petit déjeuner et laissait discrètement un sandwich près de sa porte, celui qui restait après une discussion animée pour demander si quelqu'un allait bien. Celui qui, malgré le peu qu'il avait, donnait librement. À mi-parcours du programme, chaque participant reçut une modeste allocation pour couvrir les faux frais, l'essence, les vêtements, les factures de téléphone. Pour Brian, cela signifiait un soulagement. Il pouvait enfin envoyer quelque chose de plus à sa mère. Mais un après-midi, il trouva son colocataire Matteo en train de faire ses valises pour partir. Matteo avait manqué plusieurs sessions, distrait, distant. Brian avait supposé qu'il était simplement désengagé, mais maintenant Matteo avait l'air vaincu. « Que s'est-il passé ?» demanda Brian. Matteo secoua la tête, embarrassé. « Mon frère a eu un accident. Je dois rentrer chez moi en avion. Je n'ai pas assez pour le billet et je ne peux pas demander à ma famille. Ils sont déjà noyés sous les factures d'hôpital. » Brian n'hésita qu'une seconde. Il alla dans sa chambre, ouvrit l'enveloppe contenant l'allocation et la tendit à Matteo. « Prends-la, » dit-il. Matteo le regarda fixement. « Je ne peux pas. C'est ton argent. Tu en as plus besoin. »
Matteo le serra fort dans ses bras, incapable de parler. Plus tard cette semaine-là, Clara reçut une notification anonyme du coordinateur du programme indiquant qu'un participant avait discrètement renoncé à ses propres fonds de soutien pour en aider un autre. Elle n'eut pas besoin de demander qui. Elle le savait déjà. Elle observa Brian de plus près après cela, comment il écoutait pendant les sessions, comment les autres gravitaient autour de lui, comment il ne parlait jamais pour impressionner, seulement pour offrir la vérité. Dans un monde qui récompensait souvent. C'était le volume plutôt que la stable et discret. Un soir, elle s'assit au fond d'une salle de séminaire alors que Brian animait une petite discussion sur le leadership invisible, celui qui ne s'annonce pas, mais qui travaille en coulisses pour élever les autres. Il ne parlait pas de théorie, mais d'expérience vécue. Quand je n'avais pas assez, dit-il, quelqu'un a vu quelque chose en moi. Ils ne m'ont pas donné d'argent. Ils m'ont donné leur confiance. C'est ce qui change les gens. Clara sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Elle avait créé ce programme pour trouver de futurs leaders, mais pour la première fois, elle se demanda si Brian n'était pas quelque chose de plus rare encore. C'était quelqu'un qui pouvait, discrètement, gentiment, changer le monde, non pas en exigeant qu'il le suive, mais en lui rappelant comment prendre soin des autres. Et en l'observant, elle commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Le voyage n'était pas prévu, ou du moins c'est ainsi que Clara le présenta. La dernière semaine du programme de leadership, elle approcha discrètement Brian après une session de groupe. « Je pars pour Ridgewell demain, dit-elle. C'est une petite ville à laquelle nous essayons d'apporter l'accès à l'eau potable. Voudriez-vous venir avec moi ?» Brian cligna des yeux. « Sérieusement? Moi ?» Elle sourit. « Oui. Vous ?» Le lendemain matin, ils montèrent à bord d'un petit avion de la Fondation et survolèrent des collines et des terres agricoles jusqu'à une région isolée qui n'apparaissait pas sur la plupart des cartes modernes. Ridgewell était une ville oubliée, des maisons usées par le temps, des champs secs, une seule école qui partageait l'électricité avec la caserne des pompiers. Les habitants accueillirent Clara comme une vieille amie. Elle les serra dans ses bras, écouta attentivement, posa des questions que personne d'autre ne prenait la peine de poser. Mais Brian remarqua autre chose. Elle regardait constamment par-dessus son épaule comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ce soir-là, ils s'assirent devant la maison d'une famille locale, sirotant du thé sucré sous un porche au toit de tôle. Le soleil déclinait et les enfants se poursuivaient pieds nus dans la poussière. « J'ai grandi dans un endroit comme celui-ci, » dit doucement Clara. « Peut-être même pire. » Brian se tourna vers elle, sentant quelque chose changer. « Mon père était mécanicien, » continua-t-elle. « Ma mère travaillait de nuit dans un restaurant. Nous n'avions rien. Et puis un jour, nous avons eu encore moins. » Elle fit une pause. « Ils sont morts dans un incendie, du genre dont personne n'a parlé aux informations. J'avais 16 ans. Après cela, je me suis frayé un chemin jusqu'au collège communautaire, j'ai trouvé un mentor, j'ai créé une entreprise à partir de rien, j'ai fait mon premier million avant d'avoir 30 ans. Et pourtant, j'avais l'impression de devoir au monde quelque chose qu'il m'avait volé. » Brian écouta sans l'interrompre. « Mais les affaires, ça change les gens, poursuivit-elle. Je me suis associé à quelqu'un en qui j'avais confiance. Il a vidé mon entreprise derrière mon dos. J'ai tout perdu du jour au lendemain. » Elle regarda vers l'horizon, son expression indéchiffrable. Tout le monde pensait que j'allais abandonner. Mais j'ai reconstruit, plus forte, plus intelligente, plus froide. Le silence s'étira entre eux, rempli seulement par le chant des cigales et des rires lointains. « Je ne suis plus doué pour faire confiance aux gens, » admit-elle. Brian hocha lentement la tête. « C'est logique. Mais ensuite, vous m'avez tendu votre téléphone. » dit-elle, sans demander qui j'étais, sans rien calculer. « Ah, esquissa un demi-sourire. » Ça semblait être la bonne chose à faire. « Ça l'était, » dit-elle. « Et depuis lors, vous défaites des choses en moi que je ne savais même pas être verrouillées. » Il cligna des yeux, surpris. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait, Brian, » dit doucement Clara. « Mais vous me faites à nouveau croire aux gens. » Il la regarda, vraiment, et pour la première fois, il ne vit pas le pouvoir ou le vernis, mais les bords usés de quelqu'un qui s'était battu longtemps et durement juste pour rester entier. « Je suis content, » dit-il gentiment, « parce que les gens croient aussi en vous, plus que vous ne le pensez. » Pendant un instant, la froideur qui la protégeait habituellement se fissura. Elle rit, un son court et surpris qui la surprit même elle.
Je n'ai pas ri comme ça depuis des années. Admiel en se couvrant la bouche. Brian se pencha en arrière, regardant les étoiles apparaître au-dessus d'eux. Peut-être que nous avions tous les deux besoin de ce voyage. Peut-être, murmura-t-elle. Ils restèrent assis en silence après cela, non pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que ce qui avait été dit suffisait. Cette nuit-là, alors que Clara regardait Brian aider à décharger les filtres à eau du camion, riant avec les enfants du coin et traduisant les instructions avec patience et grâce, elle ressentit quelque chose de plus profond que de l'admiration. Elle ressentit de la confiance. Et pour une femme qui avait construit sa vie sur des murs et de la distance, c'était tout. La célébration fut modeste, intime, réunissant seulement les participants du programme de leadership, quelques membres du personnel de la fondation et Clara elle-même. Ils se rassemblèrent dans un jardin tranquille derrière le domaine Whitmore, parsemé de lumière douce qui se balançait doucement dans la brise nocturne. Les rires résonnaient entre les arbres, les verts tintaient et l'odeur du jasmin flottait dans l'air. Clara se tenait à l'écart, une flûte d'eau pétillante à la main, observant Brian parler avec quelques-uns des plus jeunes mentorés. Il était animé, chaleureux et, comme toujours, humble, toujours surpris par l'attention qu'il recevait après le succès du programme. Mais Clara le regardait avec quelque chose de plus que de la fierté, quelque chose qu'elle n'avait pas voulu nommer. Plus tard dans la soirée, lorsque la foule s'était clairsemée et que la musique flottait faiblement d'un haut-parleur voisin, elle s'approcha de lui sous les lumières suspendues. « Brian, dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. Il s'étourna, surprise. Et, j'allais justement te chercher. Je t'ai devancé. Elle sourit, puis désigna un banc sous un arbre en fleurs. Tu m'accompagnes? Ils s'assirent côte à côte dans un silence confortable pendant un moment avant que Clara ne fouille dans sa pochette et n'en sorte une lettre pliée. J'allais te la donner officiellement demain, dit-elle, mais je ne suis pas très doué pour attendre. Brian déplia lentement le papier, ses yeux parcourant l'entête. Fondation Whitmore, directeur des initiatives à impact humain. Il leva les yeux, stupéfait. Directeur. C'est plus qu'un titre, dit Clara. C'est une voix, une plateforme, et j'ai confiance en la tienne. Les mains de Brian tremblaient légèrement. Pourquoi moi? Clara croisa son regard. Parce que tu diriges avec cœur, parce que tu rappelles aux gens ce qui compte, et parce que je crois que le monde a besoin de plus de gens comme toi à des postes qui peuvent réellement apporter des changements. Il sourit, touché au-delà des mots. Mais elle n'avait pas fini. Elle hésita, puis se leva, faisant quelques pas avant de se tourner vers lui. Il y a autre chose, dit-elle, quelque chose de plus difficile à dire. Brian se leva aussi, sentant le changement dans son ton. J'ai passé la majeure partie de ma vie à penser que l'amour était soit une faiblesse, soit une distraction. Admis-elle, que si je laissais quelqu'un entrer, je perdrais ma concentration ou mon contrôle. Ou les deux. Il ne parla pas, la regardant seulement avec des yeux ouverts et stables. Mais ensuite je t'ai rencontré, continua Clara, et pour la première fois, je ne me suis pas senti éloigné de moi-même. Je me suis senti ancré, en sécurité. Sa voix baissa, à peine au-dessus d'un murmure. J'ai eu la richesse, le statut, le succès, mais je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'ait fait sentir que j'étais suffisante, jusqu'à toi. Brian fit un pas lent en avant, le cœur battant. Je sais que la différence d'âge est un facteur, dit-elle rapidement, et les rôles que nous jouons, et les gros titres que cela susciterait, et toutes les raisons pour lesquelles cela n'a pas de sens sur le papier. Il tendit doucement la main et prit la sienne. Mais la vie ne se vit pas sur le papier, dit-il doucement. Et je ne sais pas ce qui va suivre. Je n'ai pas les réponses, ni un plan parfait. Mais je sais ceci, quand je suis près de toi, je n'ai plus peur de l'avenir. Elle le regarda, les yeux humides, mais stables. Je veux marcher vers cet avenir, dit-il, avec toi. Ils restèrent là un long moment, les doigts entrelacés sous les lumières douces, deux âmes de mondes différents se tenant maintenant côte à côte, non pas comme la charité et le bénéficiaire, non pas comme le mentor et l'étudiant, mais comme quelque chose de plus profond, de plus réel. Et à cet instant, les murs qui les avaient autrefois protégés, tous les deux tombèrent discrètement. 2 ans plus tard, le monde semblait très différent pour Brian. Il se tenait à la tribune d'un grand sommet international sur le leadership des jeunes et la compassion mondiale, son costume taillé mais simple, sa présence calme et pourtant magnétique. L'auditoire, des milliers de personnes du monde entier, regardait dans un silence respectueux. Derrière lui, un écran géant affichait des images de projets humanitaires,
d'initiatives d'eau potable dans des villages ruraux, de centres d'éducation pour jeunes dans des communautés à faible revenu et de programmes de santé mentale pour les populations mal desservies. Brian était devenu plus qu'un nom, il était une voix pour la gentillesse, un visage de résilience tranquille. Aux côtés de Clara, il avait aidé à lancer plus de 30 programmes dans le cadre de la vision élargie de la Fondation, où elle gérait autrefois chaque détail elle-même. Maintenant, Brian était son homologue de confiance, un symbole que la compassion pouvait être stratégique et que le leadership pouvait être tendre. Alors que les appareils photo crépitaient et que les dignitaires prenaient des notes, Brian se pencha légèrement vers le microphone, sa voix stable et chaleureuse. Il fut un temps, dit-il, il n'y a pas si longtemps, où je n'avais rien d'autre qu'un téléphone fissuré, un sac à dos d'occasion et l'espoir que peut-être un jour les choses s'amélioreraient. Je n'étais pas spécial, je survivais simplement. Il fit une pause, laissant la salle respirer. Puis un soir, attendant un arrêt de bus froid, une inconnue m'a demandé d'emprunter mon téléphone. J'aurais pu dire non, j'ai failli le faire, mais quelque chose, peut-être la fatigue, peut-être l'instinct, m'a dit de dire oui. Il jeta un coup d'œil vers la première rangée où Clara était assise, ses yeux brillants, sa main reposant doucement sur son cœur. Ce moment, cet unique acte de confiance, est devenu un tournant. Continua-t-il, parce que l'inconnu que j'ai aidé n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui a vu en moi ce que je n'avais pas encore vu en moi-même. Et elle a changé ma vie, non pas avec de l'argent, non pas avec du pouvoir, mais avec de la conviction. Un silence profond et respectueux tomba sur la salle. J'avais l'habitude de penser que les petits moments n'avaient pas d'importance, dit Brian, mais maintenant je sais que ce sont les petits moments qui changent tout. Il sourit. Ne sous-estimez jamais l'impact d'un choix, d'une gentillesse, d'un oui, car parfois un seul appel suffit pour réécrire un avenir. Le public éclata en applaudissements, longs, soutenus, sincères. Après le discours, Brian descendit de la scène et trouva Clara qui attendait près du bord de la foule. Elle ne dit rien au début, elle le regarda simplement, pleine de fierté et de quelque chose de plus doux, de plus profond. Il prit sa main et ils sortirent discrètement de la salle, choisissant de ne pas s'attarder sous les projecteurs. Ce n'avait jamais été le but pour aucun d'eux. Ce soir-là, ils marchèrent pieds nus le long d'une plage tranquille, le soleil déclinant, bas et doré derrière les vagues. Le monde semblait immobile, enveloppé dans la lueur d'un moment qu'ils avaient tous deux mérité, pas à pas, cœur à cœur. Clara s'appuya contre son épaule, ses doigts entrelacés avec les siens. « Tu as fait du chemin depuis cet arrêt de bus ?» dit-elle en souriant dans la brise. Brian rit doucement. « Et tu as fait du chemin depuis que tu te cachais derrière des tours de verre. » Ils continuèrent à marcher en silence, les vagues effleurant leurs pieds, leurs empreintes marquant un chemin derrière eux. À l'horizon, le ciel et la mer se fondirent en un seul, et sous cette lumière orange sans fin, deux âmes, autrefois étrangères dans un moment fugace, se tenaient main dans la main, preuve que parfois un simple coup de téléphone peut vraiment tout changer. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage inoubliable de gentillesse, de hasard et du pouvoir tranquille de dire oui. Si l'histoire de Brian a touché votre cœur, vous a rappelé que même les plus petits actes de compassion peuvent se répercuter en quelque chose qui change la vie. Alors nous vous invitons à faire partie de quelque chose de plus grand. Chez Soul Steering Stories, nous croyons en la célébration de la bonté chez les gens, des héros cachés, des moments silencieux qui façonnent les destins, et de l'amour qui grandit là où personne ne s'y attend. Abonnez-vous maintenant à Soul Steering Stories pour ne jamais manquer un autre conte qui parle à votre âme, car parfois, il suffit d'une seule histoire pour nous rappeler à quel point le cœur humain peut être beau. On se voit dans la prochaine.